Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv. Ça commence bien, voilà. Alors, Ça, c'est un signe. Il y a certainement le Mossad quelque part, je ne sais pas, mais ce sont des signes. Ça commence comme ça en général, c'est attentat à la première seconde. Je veux pas faire mon concurrent qui se pose. En tout cas, bienvenue ce soir sur Meta.tv. Grand bonjour à la régie. Grand bonjour à tous les connectés qui s'interrogent. Et bonsoir à Maître Paris avec nous ce soir pour parler justice, pour parler de différentes affaires, en particulier quand même l'affaire de cette loi Guesso et de ce procès truqué, parce que on n'a pas eu vraiment conscience. Alors, je tenais à faire une rectification avant qu'on rentre dans l'émission, puisque la dernière fois, dans mon débrief sur justement le compte-rendu du procès contre la LICRA, j'avais expliqué qu'à un moment donné, le frère de Robert Faurisson était sorti parce qu'il avait crié caca en fait à la foule. Alors j'avais mal entendu, il avait crié micro en fait. Absolument. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Rectification effectivement, donc c'était micro, mais on entendait très très mal effectivement de là où j'étais. Et sincèrement, je comprends que le magistrat veuille maintenir la police de l'audience, c'est tout à fait légitime, mais sur cet épisode-là, je déplore forcément ce qui s'est produit et la manière dont ce monsieur a été sorti, parce que vraiment, je pense qu'à ils ont appelé les gendarmes, à l'âge qu'il a, cet homme, 80 et quelques années, on peut quand même comprendre qu'il a du mal à entendre et que, venant soutenir son frère, il a envie d'entendre. Agacé, il demande le micro. Micro, s'il vous plaît. On le sort. On n'a pas entendu. C'est violent quand même. J'avoue avoir compris caca, moi, de là où j'étais, alors bon, évidemment. Donc voilà, toutes les excuses. Le ton est immédiatement donné. Avec voilà. Cet épisode-là, le ton est donné. Bon, en tout cas, la rectification est faite. Hein, je l'avais promis. À la demande de maître Damien Viguier, d'ailleurs, qui m'avait contacté en ce sens. Et moi-même, j'avais pris conscience au même moment que lui de cette petite erreur. D'accord, pas de souci. En tout cas, rectificatif. On va dire ça a été rectifié. Alors, pour revenir, voilà, encore, parce qu'on va parler de cette loi Guesso. Alors, il faut rappeler ce que c'est la loi Guesso. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens, on parle loi Guesso, comme ça, c'est un peu une appellation. C'est quoi le ressort juridique de cette loi? C'est quoi en gros cette loi Guesso? Eh bien, si vous voulez, du point de vue historique, en 1880, la Troisième République avait voulu instaurer un cadre de liberté parce que cela posait de graves difficultés à l'époque pour la presse. Et c'est de cette philosophie dont il faut bien avoir conscience avant de parler de la loi Guesso, entre guillemets. Parce que cette philosophie, c'est le tronc d'arbre, c'est la racine du régime juridique dont vous parlez quand vous abordez la question de la loi Guesso. Le cadre général, c'est un cadre qui a été instauré non pas pour limiter les prérogatives, mais au contraire pour les garantir. C'est pour garantir la liberté de la presse, avec des limites, cela va de soi, que la loi du 29 juillet 1881 avait été débattue, puis adoptée, et puis... Dite loi sur la presse. Toute la jurisprudence qui s'est greffée dessus, peu à peu. Alors, par la suite, effectivement, ça a évolué, et la loi Guesso vient mettre une branche sur cet édifice, et cette branche comporte plusieurs éléments, mais notamment l'article 24 bis. Et du coup, lorsque l'on parle de la loi Guesso, souvent on vise l'article 24 bis parce que c'est un petit peu le stigmate de cette loi, mais elle comporte d'autres éléments. Alors j'en viens tout de suite à l'article 24 bis, qui a donc vu le jour en 1990. Ce texte, il prévoit de limiter la liberté justement dans le domaine de la presse, parce que le législateur, à l'époque, avait voulu protéger les victimes et les descendants de victimes des crimes nazis, mais telle que la loi a été rédigée à l'époque, eh bien, elle faisait, si vous voulez, elle offrait une garantie sur un objet délimité et par rapport à des personnes délimitées. Et c'est aujourd'hui ce qui pose problème. Parce que dans le contexte de l'époque, le législateur se préoccupait d'une forme de police
de la pensée, d'une forme de police de la liberté de parole. Or, le problème, peu à peu, s'est transformé et il s'est déplacé. Et c'est justement ce déplacement qui n'a pas été correctement abordé et correctement traité devant le Conseil constitutionnel, parce que, aujourd'hui, ceux qui veulent absolument maintenir cette branche de l'article 24 bis tel qu'il existe, ont tendance à oublier que ce texte a provoqué des envies, des envieux. On peut rappeler un peu ce qu'il y a dans ce texte 24 bis, et des rivalités dites mémorielles. C'est quoi justement le fond de cet article ? Dans ce texte, je vous le disais, il s'agit de réprimer les personnes qui viendront contester, et selon la jurisprudence qui a évolué, minorer ou bien évoquer de manière, je dirais... dubitative même. Comment dire, exagérée. Il y a un mot qui a été employé, attendez. Outrancière, voilà. Minorer de manière outrancière, par exemple, tous les crimes qui ont été jugés à Nuremberg et sur la base des statuts de Nuremberg par la suite. Parce qu'il faut savoir que les statuts de Nuremberg permettent aussi de poursuivre des criminels du chef de crime contre l'humanité plus tard dans des pays où ils seraient appréhendés sur le fondement, parce qu'évidemment, sur le fondement de ces statuts, parce qu'évidemment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on n'a pas pu appréhender tous les individus qui pouvaient se trouver impliqués dans ces chefs d'accusation. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on peut se retrouver, ce que certains trouvent choquant, mais enfin, on peut se retrouver avec des procès contre des personnes qui ont passé 90 ans. Il n'y a pas de prescription en plus. Alors, oui, il faut préciser effectivement que, étant donné que les crimes dont la contestation est interdite sont des crimes imprescriptibles, eh bien, on se retrouve effectivement dans cette situation quelque peu paradoxale, où le crime qui va être jugé, une fois jugé, vous ne pourrez pas le contester, alors que tant qu'il n'est pas jugé, eh bien, vous pourriez le contester. Vous voyez ? Là, on est dans un paradoxe temporel. C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, vous prenez une personne, vous allez l'inculper, puis la juger, et la déclarer coupable de crimes contre l'humanité. Mais jusqu'à ce que cette personne soit jugée, elle est présumée innocente. On est bien d'accord ? Oui. Et vous voyez bien que si on éprouve le besoin de les envoyer en justice, c'est que tant qu'elles ne sont pas jugées, elles sont présumées innocentes. Vous me suivez ? Oui, tout à fait. Donc, tant qu'elles sont présumées innocentes, on peut contester leurs crimes. Et pourtant, la loi qui va s'appliquer pour dire que leur crime est incontestable, eh bien, elle existe avant la condamnation. Mais ça, c'est un paradoxe, c'est un effet miroir. Mais ça fait écho un petit peu à ce qui a été dit à l'audience et que vous avez relayé, mais ce n'est pas le sujet ce soir. C'est pas le sujet ce soir, ça pourrait le devenir accessoirement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une loi compliquée à rédiger et compliquée à pérenniser dans le temps, parce qu'il était particulièrement difficile de respecter les canons d'un texte de loi, qui doit être général, etc., tout en voulant absolument délimiter le régime exceptionnel que l'on voulait instaurer là. C'est-à-dire que c'est une partie des conclusions du tribunal qu'on n'a pas le droit de contester, c'est l'ensemble des conclusions. Voilà, c'est ça, c'est qu'en plus, comme l'a fait remarquer Faurisson, par rapport au régime de la prohibition, eh bien, cette prohibition ne va concerner qu'un objet de ce qui a été jugé à Nuremberg, ou en vertu de, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Mais on n'a pas visé les crimes de guerre, les crimes contre la paix. Et donc cela serait contestable. C'était la remarque qu'avait faite Faurisson. Et à l'audience l'autre jour, nous avons expliqué qu'effectivement, en vertu également d'un autre maillage percé du régime d'interdiction, eh bien nous pourrions arriver en théorie, évidemment ça paraît grotesque, mais en théorie, comme vous le disiez, on pourrait arriver aussi du point de vue personnel à considérer que certains dignitaires nazis n'ayant pas été jugés, eh bien effectivement, il devient difficile d'appliquer l'article 24 bis pour prétendre qu'il y a eu contestation au sens prohibé. Puisque l'article 24 bis
interdit de contester les crimes contre l'humanité tels qu'ils sont visés dans les statuts et tels qu'ils auraient été jugés du chef d'une personne déclarée coupable, ou bien du chef des crimes dont a été déclaré coupable une organisation criminelle ou un groupe déclaré criminel. Et c'est là que se pose la difficulté, c'est que quand vous regardez les statuts du tribunal de Nuremberg, vous vous rendez compte que le fait d'appartenir à un groupement ou à une organisation qui a été déclaré criminel, ce seul fait-là ne fait qu'ouvrir une action pénale contre la personne qui appartenait à cette organisation. Cela rend l'action recevable, mais cela ne fait pas de la personne automatiquement incoupable. Ce qui fait que dans le paradoxe de cette rédaction très difficile à laquelle les personnes de l'époque ne sont finalement pas parvenues, eh bien vous arrivez au paradoxe que je n'oserais même pas énoncer ici tellement il est choquant. Mais vous l'aviez dit la dernière fois. Oui. Bon, ce n'est pas l'objet ni le lieu ce soir de débattre de cela. Mais en tout cas, ce que je veux faire observer au public, c'est qu'il est bien évident que ce que je viens d'expliquer là, et qui m'amènerait à un moment donné à prononcer des patronymes qui sont le symbole absolu de la culpabilité et du mal. Eh bien, évidemment que cette argumentation-là, je n'ai pas pu, je dis bien que je n'ai pas pu la servir devant le Conseil constitutionnel. Dans la manière dont le procès s'est déroulé, je ne pouvais absolument pas aborder une problématique comme celle-là. Et elle est pourtant intellectuellement dirimante, c'est-à-dire qu'elle est imparable. Lorsque vous regardez la loi et que vous voyez que cette loi ne permet pas de réprimer en toute rigueur des crimes qui seraient imputés, entre guillemets, au pire criminel, eh bien, vous voyez que cet édifice est un édifice qui est assis sur des fondations friables, intellectuellement. J'entends bien que, comme vous le disiez, ça reste de la théorie, parce que qui va oser, qui va prétendre, qui va même se convaincre que ceux qui ont été déclarés coupables le seraient, alors que ceux qui étaient au-dessus ne le seraient pas. C'est évidemment un paradoxe intellectuel. Mais en tout cas, c'était l'argument final que je n'ai pas pu servir, et c'était l'argument final que j'aurais préféré ne pas servir, parce que je pense que ce que j'avais déjà développé avant était suffisamment convaincant. Et c'était, alors justement aussi, dans ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait une partie de cette loi Guessot qui créerait une inégalité, c'est ça? Alors, absolument, de toute façon. Alors, ici, si vous voulez, ce que je viens de vous expliquer, c'est un traitement inégal par rapport au crime et par rapport aux criminels. Là, je me place sur le terrain où a voulu se placer le Conseil constitutionnel. Je leur avais pourtant tendu la perche pour se placer sur un autre terrain, plus avantageux et humainement plus satisfaisant. C'est-à-dire que je leur tendais la perche pour leur dire, voilà, cette loi mérite une réforme. Elle mérite une réforme soit pour l'abroger, c'est une conviction, c'est pas forcément la mienne, soit pour l'élargir. Mais, si vous l'élargissez, vous devez y mettre un mécanisme de souplesse, ça s'appelle du jeu. Vous devez y mettre du jeu, parce que le mécanisme est tellement rigide que si vous l'élargissez, on ne pourra plus faire d'histoire. Donc après, au nom du principe d'égalité, il fallait élargir le champ d'application de la loi, mais au nom de la liberté de pensée et de la liberté d'expression et de la nécessité de pouvoir enquêter sur les actes d'un gouvernement, d'un État et sur des situations historiques, eh bien, il fallait introduire ce que j'avais appelé l'immunité mémorielle. Et là, c'était quelque chose qu'il fallait effectivement édifier ensemble. J'avais mon idée à l'époque. L'immunité mémorielle, ça signifie un régime, ça signifie un champ de liberté que l'on va accorder, mais par exception au principe qui est la répression. Alors après, en fonction de l'équilibre que vous adoptez, eh bien, le principe va devenir l'exception ou l'exception va devenir le principe. Ça va de soi. En fonction des termes selon lesquels va être rédigé le principe et des termes selon lesquels va être rédigée l'exception, vous arrivez à un équilibre qui n'est pas bon.
Et c'est là tout l'art du législateur que d'anticiper et d'arriver au bon équilibre. Mais une question. Imaginons que justement cette loi, elle s'étende, voilà, qu'elle devienne, elle a un champ d'application justement qui dépasse Nuremberg. Sur ce problème-là, qui n'est pas celui que nous devons aborder ce soir, je vais renvoyer les téléspectateurs à un travail qui a été fait, et qui a été fait à merveille, justement par monsieur Vincent Renoir. Il a fait une émission à ma demande. Je lui ai donné les éléments juridiques tels qu'il devait les exploiter et les introduire, pour expliquer qu'effectivement, il y a des projets en cours, il y a une volonté de réforme, mais d'une part, cela vient conforter ce que je veux dénoncer ce soir, et c'est même l'élément majeur qui m'a décidé à le faire. Et puis par ailleurs, indépendamment de cela, eh bien effectivement, face à cette problématique, j'ai suggéré à M. Vincent Renoir de ne pas être naïf et de ne pas se voiler la face. De toute façon, même s'il aurait dû gagner devant le Conseil constitutionnel, par la suite, il va de soi que, pour autant, quelque chose aurait remplacé ce qui pouvait être abrogé, vous voyez, à cette occasion. Donc, je lui ai dit, il faut anticiper, il faut faire le sacrifice que je vous demande de faire, c'est-à-dire quel serait le plus petit multiple commun, au sens mathématique. D'un côté, vous avez des gens qui veulent absolument protéger une mémoire. En parallèle, vous avez quelqu'un comme moi qui dit « Eh bien, écoutez, moi, au nom du principe d'égalité, je vous dis juste une chose, sans être militant. Soit on protège tout le monde, soit on protège personne. » Et en face, évidemment, vous avez des gens comme Vincent Renoir qui disent « Moi, je veux pouvoir tout dire. » Donc, vous avez un triangle. Eh bien, c'est parfait, parce qu'avec un triangle, en général, on trouve un équilibre. Toujours. Après, le problème, c'est de mettre les distances sur les 3 points. Voilà. Alors, la distance, ça peut être abrogation totale, et on peut tout dire. Il va de soi que ce n'était pas forcément le sens de mon combat initial. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Il faut être honnête. Mais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis avocat, je défends une personne qui veut arriver à ça, je dis pourquoi pas. C'est au législateur de décider après. Moi, je pose le grief justement pour que la question se pose. En face, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible. Ça doit rester comme c'est. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut obtenir cette victoire de manière loyale et juridiquement juste et honnête. Et puis, il y a le moyen terme que je propose, c'est de dire ni trop, ni pas assez, ni trop, un petit peu des deux pour élargir. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les crimes, que ce soit crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, etc., crimes de guerre, tous ces crimes de masse méritent une forme de police de la pensée. Peut-être, peut-être pas. Mais si on adopte ce point de vue, on généralise à tous les objets qui comportent la notion de crime de masse, et au-delà de l'objet qui devient général, quant à l'interdiction de dire n'importe quoi sur ces sujets-là, eh bien, vous avez un régime qui va s'appliquer, qui va définir dans quel cadre on a le droit ou pas de parler de ces choses-là au sens général. Donc l'interdiction, elle est générale. Vous n'avez pas le droit, par exemple, c'est une question de seuil. Hein. Alors, est-ce que vous allez avoir le droit de nier? Est-ce que vous allez avoir le droit de contester? Contester, ça veut dire quoi? Est-ce que le seuil, ça va être la provocation à la haine sous une caractéristique raciale, religieuse, sexuelle? Enfin, oui. Voilà. Donc, on fixe un seuil au niveau général et on fixe des exceptions. Les exceptions, moi ce que je proposais, c'était une exception sous forme d'immunité mémorielle par rapport aux historiens. Alors qu'est-ce que c'est un historien? Eh bien, j'ai vu avec Vincent ce que ça pouvait être. Ça peut être quelqu'un qui a bac plus 5 en histoire, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le niveau master 2, validé en histoire. Là, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui a fait de l'histoire, qui a passé des diplômes avec succès et qui est donc habilité à donner des points de vue là-dessus, et puis qui a suivi un cadre universitaire qui fait que de toute façon, bon, la personne, même si à un moment donné, elle prend quelques libertés, elle est déjà affiliée. Non, mais ça voudrait dire que le simple lambda qui fait ses voilà, recherches... alors, et bien justement, après, le régime d'exception pour le lambda général, c'est ici
qu'il y a un seuil qui pouvait faire débat et qui justement a été défini dans le projet de loi que j'ai vu arriver au mois de juillet pour réformer ce qui soi-disant ne devait pas l'être. Et c'est là que, effectivement, là, ça pose vraiment un très très grave problème, et c'est le sujet de ce soir. Mais vous voyez, puisque vous m'avez emmené sur la loi Guesso, et je crois que j'en ai parlé de manière un petit peu brouillonne, mais en gros l'idée, c'est que on part du principe que c'est une chose qui est venue se greffer sur un principe général de liberté d'expression au bénéfice de certaines professions de parole publique. Alors d'abord la presse et puis après les avocats, par exemple. Bon, voilà. Mais telle que la loi Guesso est intervenue notamment sur la problématique de savoir si en France on pouvait ou pas se permettre de parler librement de ce qui a été jugé à Nuremberg et en application des statuts de Nuremberg, par rapport à cette problématique, la loi Guesso, elle est venue fixer un cadre qui aujourd'hui pose des problèmes parce que en observateur extérieur, sur certains médias, eh bien, j'ai fini par saisir qu'il y avait une forme de jalousie, de rivalité. Et donc, le problème n'était plus de savoir si telle ou telle personne pouvait librement parler d'un sujet, parce que ça, c'est le problème qui se posait en 1990. Mais malheureusement, ce problème-là qui se posait en 1990, même s'il peut encore se poser aujourd'hui, eh bien, il est complètement absorbé par l'ombre du vrai sujet qui est devenu la mauvaise conséquence de ce régime, c'est-à-dire une sorte de cadeau empoisonné. Pourquoi ? Parce que les personnes qui se trouvent protégées par le régime de l'article 24 bis font des envieux. Et malheureusement, je ne vous cache pas que lorsque vous regardez toute la littérature, en tout cas la littérature française, eh bien, le sentiment le plus dangereux, c'est ça, c'est la jalousie. Voilà. Donc vous êtes dans un registre législatif où, sans le vouloir, on a provoqué une jalousie. Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau sociologique, c'est devenu ultra dangereux. Et c'est pour ça que j'étais intervenu là, pour essayer d'expliquer ça. Mais alors, personne n'a voulu l'entendre. Justement aussi une question. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des propos dans un cadre privé, est-ce qu'il peut être quand même poursuivi au titre de cette loi sur la presse ? C'est-à-dire, j'imagine, voilà, je dis un truc, il dit qu'il a un propos dans un cadre privé, dans un café par exemple, il l'entend, il lui dit « Ah bah non, ce que vous venez de dire, je porte plainte au nom de cette loi », il aurait le droit ? Il aura des soucis. Il aura des soucis de toute façon. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de vidéo, rien, c'est vraiment quelqu'un qui parle. Il peut avoir des soucis s'il y a des témoignages, bien sûr. Il peut avoir des soucis. Alors, pas précisément, mais par rapport au contexte de la loi Guesso. Oui, bien sûr. Il pourra avoir des soucis. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas de cela dont je parlais, moi, si vous voulez. Moi, je ne m'inscris pas dans le fait de dire oui, c'est pas normal qu'on puisse pas en parler, etc. C'est pas ça mon moteur. C'est pas ça mon moteur. Mon moteur, c'est que j'entends du bruit. J'entends du bruit. J'entends des gens qui s'énervent. D'un côté, ils disent nous devons être protégés. De l'autre, ils disent nous devons être libres. Voilà. Donc, en tant que technicien du droit, quand j'entends ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'observe. Et de mon observation, j'arrive à des conséquences. Mais malheureusement, on ne m'a pas laissé présenter mes arguments pour proposer la solution qui s'imposait. C'est-à-dire, dans un premier temps, une abrogation de ce qui est mal rédigé, et dans un deuxième temps, eh bien, une solution appropriée. Une solution appropriée, pas forcément quelque chose de farfelu. Et je vous dis, vous pouvez regarder la vidéo qui a été faite par M. Vincent Renoir sur Internet, qui s'appelle « Tacle législatif contre la loi Guesso ». Eh bien, tout est parfaitement expliqué sur la problématique qui se pose aujourd'hui. Voilà. Après, moi, j'aimerais en venir sur le déroulement du procès, parce que, indépendamment, j'ai bien compris que, de toute façon, personne ne sera content dans cette histoire. Ceux qui voulaient beaucoup de liberté seront toujours mécontents, ceux qui voulaient qu'il n'y en ait pas du tout seront mécontents, mais vous voyez, c'est ça le problème du législateur et d'un magistrat, quand il applique la loi, c'est d'arriver à équilibrer les plateaux de la balance. C'est tout. Et d'arriver à les équilibrer dans un but de paix sociale. Or, aujourd'hui, j'insiste, le problème, c'est que le but de paix sociale fixé au début, qui était sans doute légitime et qui était vertueux, de dire, bon ben voilà, on ne pourra pas parler de telle chose. Moi je dis, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est complètement absorbé par une problématique de rivalité mémorielle. Et
au Conseil constitutionnel, ils n'ont pas voulu entendre ce problème. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Pour eux, ça n'existe pas. Ils ont dit ça n'existe pas, on ne veut pas répondre. C'est quoi la réponse exacte? Parce que si vous voulez, j'ai même l'impression que la loi est devenue prétexte à la contestation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent puisque la loi existe, je vais contester l'objet protégé par cette loi. Vous voyez? C'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Sans me placer sur le problème de savoir, sur le fond, est-ce qu'une question se pose ou pas. C'est pas mon rôle, ça. Je peux avoir des opinions là-dessus, mais ça, ce sont des opinions personnelles, et puis ça participe d'une culture personnelle, de lecture éventuellement, etc., de discussion privée avec des gens éventuellement que je ne vais pas offenser. Mais après, pour vous répondre, précisément, la loi, elle réprimait la diffusion publique, l'article 24 bis, et la tenue publique de tels propos. Mais après, dans le registre des autres branches de la loi, on pouvait très bien construire une attaque pour venir, effectivement, faire grief à de tels propos. Mais enfin là, c'est pas le domaine sur lequel je suis intervenu moi. Et puis de toute façon, je vous le dis, par rapport à tout ça, je renvoie sincèrement les téléspectateurs à l'émission de synthèse qui a été faite par M. Vincent Renoir, puisqu'il a bien voulu faire ce travail de présentation en fonction des éléments que je lui avais donnés au niveau juridique. Donc après, il se débrouille. Bon, grosso modo, je pense qu'il a fait une bonne synthèse, si ce n'est que il y a mis sa touche personnelle, et ça n'engage que lui. Mais disons que sur les aspects juridiques, effectivement, les problèmes se posent dans les termes que je viens de rappeler. Voilà. Et c'est très bien expliqué dans cette émission. Et cette rivalité, comment elle est Non, mais alors maintenant, j'aimerais en venir au problème. Parce que moi, ce soir, je suis venu dénoncer quelque chose. Je suis venu dénoncer un procès stalinien. Alors, vous m'embarquez toujours tous là sur ce sujet. Moi, je ne suis pas là pour arbitrer. Non, mais je ne suis pas là pour arbitrer. Je salue d'ailleurs Monsieur Vidal-Naquet. Enfin, c'est un pseudonyme, mais je me suis beaucoup entretenu avec un pseudonyme qui a choisi ce nom illustre de Vidal-Naquet. Donc, je le salue parce qu'en général, il avance des arguments, il construit, enfin, il se donne du mal pour venir m'entreprendre sur le sujet qui n'est pas le mien. C'est ça le problème. Je lui explique. Mais moi, je suis avocat. Vous comprenez? Alors après, il peut éventuellement rentrer dans des discussions très très virulentes avec des gens comme Vincent Renoir, comme Faurisson. Mais moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas révisionniste, je ne suis pas négationniste, je ne suis pas militant. Il est possible que je fasse de la politique. Dans la dynamique politique que je veux construire, il y aura une dimension nationale. Et quand je dis national, c'est national avec un E. Et attention, je pèse bien mes mots parce que national avec un E, pour moi, ça veut dire national de gauche. Ce n'est pas une dimension nationaliste et ce n'est pas national masculin. Voilà, soyons très clairs. Donc c'est novateur et je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'innover en matière politique. Donc effectivement, il y a des gens qui vont vouloir faire le raccourci parce que si je viens les contrarier sur une logique qui est la leur, forcément leur objectif c'est de me diaboliser. Mais c'est très très maladroit de leur part parce que en ce qui concerne le débat dont vous m'avez invité à parler encore une fois, je cherchais un équilibre, c'est tout. Et aujourd'hui, je ne peux que constater, comme je l'avais dit d'ailleurs en sortant du Conseil constitutionnel, qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des gens qui s'en plaignent. Alors, ceux qui sont protégés se plaignent qu'on veut leur retirer cette protection, qu'il y a des gens qui tiennent des propos qui ne leur plaisent pas. Les autres disent, nous on veut pouvoir parler. Le Conseil constitutionnel, ils ont dit c'est pas valable, il y a alors, aucun le argument, Conseil constitutionnel, le problème, c'est la manière dont ça s'est passé. Alors, la conclusion du Conseil constitutionnel, elle est relativement bien construite, sauf qu'il y a une très grave faille dans cette construction, c'est que premièrement, ils ont déplacé le débat non pas sur l'égalité entre les victimes et les descendants de victimes de crimes de masse, mais ils ont voulu simplement limiter leur analyse et leur réponse à une différence de traitement qu'ils prétendent justifier parce que tel type de contestation faite par tel type de personne ne serait pas de même nature que tel autre type de contestation faite par une autre personne. Donc ils se sont basés du point de vue de l'auteur et de ses intentions dans son discours, plutôt que du point de vue des victimes. Or, l'article 6, sur lequel je me fondais, dit bien que l'égalité de traitement doit être du chef de l'auteur comme de la victime. Donc ils ont éludé le débat, et encore une fois, je vous renvoie à l'émission de Vincent Renoir, parce que c'est pas la peine de faire un bis repetita ici. Le problème, c'est quoi? En gros, pour l'évoquer simplement,
c'est que d'un côté, il y a des gens qui veulent être protégés sur leur mémoire, que de l'autre, il y a des gens qui veulent être libres, et que des gens comme moi disent, bah écoutez, il y a peut-être un terrain d'entente, c'est de considérer que si réforme il doit y avoir, c'est pas forcément pour tout casser, c'est peut-être pour plus d'humanité généraliser la protection, mais étant donné que cette protection est quand même très rigoureuse, et que dans ces cas-là, on ne pourra plus parler de rien, eh bien, introduire de la souplesse avec l'immunité mémorielle d'un côté. L'immunité mémorielle au sens professionnel, vous avez Bac+5, a priori vous êtes autorisé, avec une limite qui serait fixée à une procédure, mais c'est dans le projet de loi qu'on a proposé dans la vidéo que j'ai faite, la vidéo numéro 2, partie 2, la lettre des fils, et puis vous pouvez la trouver aussi sur Internet. Hein. Tout ça est parfaitement exposé. Il s'agissait de limiter pour le professionnel au niveau d'un seuil qui cumulerait à la fois l'établissement d'un mensonge historique, carrément, on lui rapporte la preuve que ce qu'il dit est carrément pas vrai, et en plus la volonté de provoquer un sentiment manifeste de haine. Donc ces deux choses-là cumulées, pour le professionnel, ça le priverait de son immunité, dans mon idée. Hein. Et puis pour le non-professionnel, eh bien là, ça serait effectivement d'exiger de sa part le cumul d'un propos qui soit à la fois manifestement incitatif à la haine et non équivoque. Voilà. Donc dans ces conditions-là, ça offre quand même de la souplesse. Et après, il faut faire confiance au magistrat qui viendra apprécier tout ça en fonction de la manière dont ça a été dit, en fonction de ce qui a été dit. Et je trouve que devant la justice, ça serait un débat beaucoup plus sain que d'avoir un système où, d'un côté, eh bien, on fait un usage qui parfois, parce que de toute façon, quelle que soit la loi, hein, on peut en faire parfois un usage abusif. Et je vais vous en faire la démonstration. C'est que s'il n'y avait pas parfois des abus, eh ben, personne n'aurait jamais été acquitté sur le terrain des mises en cause fondées sur l'article 24 bis. Or, il y a bien eu des relax des relax ou bien des vices de procédure. Donc, c'est bien la preuve que parfois, l'action n'aboutit pas. Et donc, d'une certaine manière, qu'elle a été abusive. Oui, bon. Ouais, bien sûr. Donc, effectivement, de toute façon, un texte de loi, c'est toujours la recherche d'un équilibre. Et sa mise en œuvre, eh ben, c'est également toujours la recherche d'un équilibre. C'est pour ça qu'au Parlement, vous avez la balance, et dans les palais de justice, vous avez la balance. Mais une question, pour que... Ah, mais vous allez m'embarquer toute la soirée sur la loi Guesso. Moi, j'aimerais parler quand même du vrai problème. Non, c'est pas sur la loi Guesso, c'est le fait que, par exemple, pour qu'un génocide soit reconnu, il faut qu'il soit reconnu aussi par l'État, par une loi. Ou alors, c'est qu'on décide, mon génocide... Voilà, parce que quand les gens, même il y a une rivalité, il faut bien que soit reconnu, en fait, leur génocide à eux, ceux qu'ils réclament. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple... Vous avez eu les lois mémorielles, d'accord ? Ça, c'est un vaste débat. Évidemment, les gens que j'ai défendus seraient plutôt contre, d'accord ? Bon, eh bien, dans ce cas-là, on va se placer sur le terrain, soit de la liberté d'expression, soit le principe d'égalité. C'est pas un souci, ça, pour moi. Mais, encore une fois, il faut bien comprendre une chose. C'est que vous me dites comment ça marche pour ceux qui ont eu un génocide, etc. Ben ça ne marche pas. Justement, c'est ça le problème. C'est que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, vous ne pourrez pas poursuivre sur le terrain de la contestation ou du négationnisme. Et c'est pour ça qu'il y a des gens... C'est un facteur de déflagration. C'est une étincelle, cette loi. C'est une étincelle dans un temps et un univers aujourd'hui en France où les gens ont besoin d'un message fort. Ils ont besoin d'un message fort, on a besoin de regarder devant, et on a besoin d'un message fort, on a besoin de se sentir bien tous ensemble, et ça s'appelle l'unité nationale. Voilà, c'est tout. Donc après, eh bien, ce facteur d'unité, c'est la nation, et il faut restaurer la dynamique de la nation, mais au sens noble du terme. Vous comprenez ? C'est tout l'enjeu de ces combats. Vous savez, alors, bon, là vous m'emmenez très loin. Et malheureusement, ce soir, je suis venu vous exposer quelque chose de très terre-à-terre, c'est-à-dire que, sinon on va y passer la nuit. La loi Guesso, ses enjeux politiques, etc., il faut comprendre que c'est un enjeu de liberté et de respect de la mémoire qui a été blessée. Voilà. Le débat autour de cet équilibre, c'est de dire, eh bien, il y a certaines mémoires qui, de par des facteurs de présence, des facteurs
de commission à tel endroit, de crime, etc., eh ben, ces mémoires-là vont être plus protégées que d'autres. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas raisonner comme ça. C'est très, 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 très dangereux. Très dangereux, parce que l'idée sous-jacente, c'est que finalement, si on considère qu'il y a des situations pires que les autres, jusque-là, ça va. C'est noble comme idée. Mais vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière. Et c'est qu'il y en a qui sont moins pires. Bah, c'est qu'il y a une hiérarchie des crimes. Un peu. Et s'il y en a qui sont moins pires, quelque part, ça veut dire qu'il y en a, bon, on peut se les permettre. Et c'est là que ça devient ultra dangereux. Ultra dangereux. Voilà. Donc, du point de vue philosophique, ça ne peut pas tenir. Maintenant, je comprends tout à fait les préoccupations des gens qui veulent être protégés. Et personnellement, mon combat, honnêtement, avec la personne que je défends et sincèrement, avec l'ensemble de la population, eh bien, c'était de dire il faut généraliser, mais avec une science de la souplesse. Et c'est ce que le législateur n'arrive pas à faire. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout noir ou tout blanc, mais ils ne savent pas introduire cette dose de sagesse qui consiste à définir des critères et faire confiance aux magistrats pour appliquer ces critères. Et ce serait quand même merveilleux d'arriver à ça. Alors, j'aurais voulu justement y arriver, mais on m'en a empêché, et ce soir je viens dénoncer justement ce processus par lequel on a voulu m'en empêcher. C'est un processus que j'ose aujourd'hui qualifier de procès stalinien par rapport à Vincent Renoir que je défends et par rapport à l'avocat. Procès stalinien, oui, effectivement, j'emploie cette expression ce soir, je crois qu'on franchit un cap, puisque jusqu'à présent je disais procès politique truqué. Ouais, mais maintenant je vous le dis, c'est un procès stalinien. Procès stalinien dans le sens où, quelle est la problématique ? Vous avez un pouvoir très fort. Avec l'état d'urgence, on peut effectivement comparer le pouvoir à un pouvoir qui commence à verser vers le totalitarisme. Même si je salue le président de la République, François Hollande, parce que... Vous êtes bien le seul. Eh bien, je vais quand même le saluer, même si je peux porter aussi l'accusation, pourquoi pas, mais je vais quand même le saluer, parce que dans le contexte qui est le nôtre, je vous laisse imaginer, quand je vois certains prendre la parole, quel prétexte ils auraient saisi là pour nous priver tous de nos libertés. Donc vous reconnaîtrez quand même qu'aujourd'hui, si je peux parler ce soir, c'est que, et je veux dire, ça me coûte, hein. Vous voyez cette duplicité. Là, je vais passer pour un traître. Ça me coûte de vous dire ce que je vous dis, parce que j'ai des griefs à exprimer contre l'exécutif. Mais je tiens quand même à saluer une forme de liberté dont je jouis ici ce soir pour vous parler. Vous comprenez ? Il faut quand même... Vous ne pouvez pas cracher dans la soupe sans reconnaître que la soupe n'est pas si mauvaise que ça. Mais elle pourrait être meilleure, c'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. Elle pourrait être nettement meilleure, hein, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, on a voulu mettre ma vie en danger. Voilà. Et c'est là que ça devient très grave. Donc effectivement, je vous disais, on a un pouvoir que je qualifie de fort, voilà, donc premier critère, hein, un pouvoir exceptionnellement fort, je ne vais pas dire anormalement fort, mais exceptionnellement fort, du fait du contexte des attentats et de l'état d'urgence, premier critère. Deuxième critère, eh bien vous avez un procès politique, puisque ce dont nous venons de débattre jusqu'à présent, c'est bien d'une question politique, éminemment politique. Je n'ose même pas aborder les enjeux internationaux. Je peux vous dire que mes vidéos sont vues, j'ai regardé les statistiques YouTube, il y a des gens qui les regardent du Qatar, à 100%. Voilà. Alors je ne sais pas, moi, en quoi j'intéresse les gens du Qatar, que je salue d'ailleurs, et j'ai vu d'autres contrées assez exotiques. Eh bien, je peux vous dire qu'en France, mes vidéos ne sont pas vues à 100%, mais il y a des pays très, très, très lointains où elles sont regardées à 100%. Voilà. J'ai des endroits où je ne suis jamais allé. C'est quand même curieux. Et donc je crois qu'il y a quand même un enjeu de politique, même de politique internationale. Très bien. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose. À une époque, la doctrine médicale, je fais une analogie. La doctrine médicale, c'est qu'il était interdit de parler du cancer. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, vous avez en tant qu'avocat un problème de justice, un problème juridique, et éventuellement, à un niveau qui n'est malheureusement pas le mien, j'aimerais bien, hein, mais je ne suis pas de ce niveau-là, moi je ne suis pas un avocat internationaliste, ça viendra peut-être un jour. Au niveau diplomatique, vous avez un tas de problèmes qui se posent.
il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes. Vous pouvez regarder les gens les yeux dans les yeux et faire preuve d'une grande sincérité, d'une grande maîtrise de vous, et à ce moment-là, vous allez aborder chaque option, sans sous-entendu. Je crois que c'est la manière la plus saine. Ou alors, il y a l'autre option, parce qu'on a peur et parce qu'on ne sait pas comment faire, alors on fonctionne par sous-entendu, par menace, par posture. Voilà. C'était la doctrine médicale il y a 30 ans, quand ma grand-mère est décédée du cancer. On ne lui disait pas qu'elle avait le cancer, etc. Bon. Et aujourd'hui, ça a évolué. Eh bien, je crois que dans certaines questions de société ou certaines questions de relations internationales, à un moment donné, il va falloir, parce que ça arrivera tôt ou tard, un jour, tout le monde aura la bombe atomique. Ben, ce jour-là, on sera bien obligé de se parler franchement et de dire, bon voilà, il faut éviter d'employer ces armes-là, parce que sinon, il n'y a pas de gagnant. C'est clair. Si on a eu la paix en Europe depuis plusieurs décennies, ce n'est pas à cause des traités CE. Ça, c'est naïf. C'est complètement grotesque, ce genre d'affirmation. C'est bien évidemment parce qu'il y a eu la dissuasion nucléaire que nous avons pu avoir la paix en Europe. Parce que sinon, quand vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait encore eu le droit à ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Donc oui, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite par rapport à des situations qui posent problème. Eh bien, il faut aborder le problème franchement. Il faut regarder devant, parce que si vous regardez sans arrêt derrière, eh bien, vous avez des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'éprouver de la haine, du ressentiment et la volonté criminelle qui vient s'exprimer là, peut-être. Alors que si à un moment donné, vous admettez que la seule chose à faire, c'est peut-être de se projeter devant et de construire quelque chose d'équilibré pour l'avenir. Et puis alors après, une fois qu'on aura mis en place un système viable comme celui-là, j'en parle de manière abstraite, on sera assez tôt pour revenir régler quelques comptes sagement et se dire des choses désagréables. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est de la philosophie, hein, de la philosophie pratique, parce que je ne cite même pas d'auteur. Hein. Voilà, alors maintenant j'aimerais vous dire pourquoi je dénonce un procès stalinien. Je vous l'ai dit, c'est parce que je suis dans des circonstances où le procès est politique pour M. Vincent Renoir. L'objectif est politique, les enjeux sont politiques, le pouvoir est fort, voilà, bon, donc on a déjà 2 éléments du procès stalinien, et la manière dont se déroule le procès est émaillée d'un tas d'événements que je n'ose encore qualifier sans vous avoir exposé ces éléments-là qui vont me permettre de vous dire en quoi il y a eu procès politique truqué. En quoi il y a eu procès politique truqué, quels sont les critères, quels sont les événements que j'observe objectivement pour dire mais là il y a eu procès politique truqué, donc procès stalinien. Ouais. Justement, comme ça on l'abordera en deuxième partie, juste une question avant. Les juges, est-ce qu'en France, par exemple sur une affaire comme celle-là, justement, le pouvoir politique, de quelle façon il influence les juges, comment s'exerce cette pression et cette influence? Alors, ça, je vais vous dire, j'ai pris quelques articles qui répondent à votre question. Ouais. Vous savez, j'aime les références d'actualité. Alors, vous m'excuserez, je cherche un peu. Vous savez qu'il y a eu un problème avec Monsieur le Président de la République. Alors, je vais vous montrer un petit peu la réponse en image, déjà. Voilà ce qui se passe, si vous pouvez montrer. Alors, on va voir là, j'aimerais pas être à sa place. Donc, c'est quoi l'explication de cette photo, alors? Alors, l'explication de cette photo, c'est qu'il a tenu des propos dans un livre et que immédiatement, des magistrats sont venus lui rappeler que parmi les rôles que le président de la République doit tenir, il y a celui d'assurer le respect des institutions et, comment dirais-je, de garantir leur crédibilité. Bon, indépendamment de l'usage qui peut être fait de ces institutions. Parce que, évidemment, les propos qui ont été tenus par Monsieur le Président de la République, en tout cas les propos qui lui sont rapportés, qui lui sont imputés, et qui sont rapportés dans le livre des journalistes. On peut rappeler, il a dit qu'en gros, c'était des lâches, c'est ça? Alors, attendez. Alors, il a dit, une institution de lâcheté, 3 petits points, donc, c'est quand même ça,
tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. Ah, excusez-moi, bon, alors soi-disant que le livre n'a pas été contrôlé, etc., bon, à d'autres. De tels propos, évidemment, sont significatifs et vont me permettre d'apporter une réponse à votre question. Parce qu'ils ont provoqué la réaction des magistrats de la Cour de cassation, qui sont venus déclarer quelque chose d'intéressant encore. Alors, attendez que je ne commette pas de bêtises. Le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel. C'est le plus haut magistrat, c'est ça, de France, lui, de dans France, la juridiction, au niveau de la Cour de cassation. Au niveau de la Cour de cassation. Alors, il explique que M. Hollande, comme éventuellement M. Sarkozy, se sont rendus coupables d'outrance, alors à leur décharge, parce que moi j'aime bien défendre l'indéfendable, vous l'aurez compris. Eh bien, j'évoquerai Vergès qui disait que la liberté d'expression c'est le droit à l'outrance. Pourquoi pas je vous dirais, moi, que j'ajoute une valeur ajoutée, je ne peux pas m'en empêcher, c'est que le droit à l'outrance, d'accord, mais à condition que ce soit vrai. Voilà. Alors, c'est là que se pose le problème. Monsieur le Président de la République, en fonction de l'usage abusif que le pouvoir met en œuvre à travers les magistrats, en fonction de cet usage-là, point d'interrogation. Tout de suite, je pose le point d'interrogation. En fonction de cet usage-là, se croit-il autorisé à dire vrai ici? C'est-à-dire, croit-il vraiment que c'est une institution de lâcheté, c'est-à-dire que ces gens-là feraient ce qu'on leur dit de faire, alors qu'il ne faudrait pas le faire? Est-ce que c'est la question qu'ils posent? Je ne sais pas. Et j'aimerais avoir la réponse. Ça répond un peu à votre question. Il semblerait qu'il faille traduire en filigrane dans les propos du président qu'il a une mauvaise opinion de la justice. On aimerait en savoir un peu plus. Ouais. Puisque la justice, à travers les parquetiers, est quand même sous l'autorité du gouvernement, de l'exécutif. Oui, mais quand je vois la réaction des magistrats... Alors les magistrats, quand ils ont dit, il est plus que temps que le pays se saisisse de la question essentielle de la place dans les institutions de l'autorité judiciaire. Question essentielle de la place dans les institutions de l'autorité judiciaire. Donc, autorité judiciaire, quelle place a-t-elle? Est-ce qu'elle est autonome ou pas? Alors, il poursuit en disant « afin que celle-ci s'émancipe ». Ah, donc, elle n'est pas autonome si elle a besoin de s'émanciper. On a tout compris. On a tout compris. Donc, en gros, ceux qui en abusent lui crachent dessus, et du coup, eh bien, ceux qui ont l'habitude de faire ce qu'on leur dit de faire quand on leur crache dessus, disent « dites donc, eh ben, puisque c'est ça, nous, on va s'émanciper. » Parce que, alors, personne n'est jamais content avec les magistrats. Moi, je prends toujours leur défense. Personne n'est jamais content, mais bon, on est quand même obligé d'avoir recours à eux, puisqu'on n'est pas capable de s'entendre, et qu'il y a des contentieux, des conflits ou des infractions. Bon. Alors, s'émancipe enfin de la tutelle de l'exécutif, donc c'est bien ce que je dis, ou la maintient une tradition monarchique d'un autre temps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait besoin de modernité et d'innovation. Eh bien, les magistrats de la Cour de cassation me donnent raison. D'un autre temps, inadapté aux exigences de la séparation des pouvoirs dans une démocratie moderne. Ah, bon, ben voilà, donc il y a un problème de démocratie. Ça, c'est les propos du président de la Cour de cassation. Oui, il y a un problème de démocratie en France à cause de la justice. Donc ce soir, je vous dis, je suis venu pour mettre les pieds dans le plat. Le seul débat opportun et nécessaire pour les élections présidentielles à venir, c'est celui de la justice. Voilà. Là, entre la réponse qui est faite par le président de la Cour de cassation et les propos, soi-disant, du président de la République, la problématique est posée. Est-ce que la justice fonctionne encore? Eh bien, si maître François d'Angleon était là, je crois qu'il m'arracherait le micro et qu'il prendrait la parole pour s'exprimer dans des termes peut-être plus incisifs que les miens. Je le salue d'ailleurs. On le salue cette vidéo. Il a beaucoup de misère, François d'Angleon. J'aimerais comprendre. Vous voyez, le problème qui se pose, c'est que François d'Angleon aurait tenu des propos comme cela, il aurait été poursuivi. Ouais. Bon, le statut du chef de l'État, l'autre fois je disais qu'on a supprimé le crime de haute trahison et que pénalement, le chef de l'État ne peut pas être poursuivi. Mais attention, ce que j'ai oublié de vous dire l'autre fois et qu'il faut
aujourd'hui mettre en évidence, c'est que depuis 2014, il y a eu quand même une réforme. Le chef de l'État peut être destitué, et à la suite des propos qu'il a tenus là, qui donnent le là, et des propos qu'il a tenus concernant, alors là je vais être moins sympa, les opérations HOMO, H-O-M-O, eh bien, il y a un député qui dit la question de la destitution du chef de l'État se pose, parce que il a violé son obligation au secret, dans un contexte de guerre et de risque d'attentat. Il est particulièrement choquant qu'un chef de l'État prenne le risque de stigmatiser son action. Il met en danger le peuple. Excusez-moi. Il met en danger le peuple. À partir du moment où il vient nous dire, oui, effectivement, j'ai donné des ordres pour faire exécuter des gens. Les assassinats ciblés. Ouais. Eh bien, ça ne peut en face qu'être un motif de mauvais ressentiment. Donc, effectivement, le député qui pose cette question, elle ne sera, à mon avis, c'est un camouflet médiatique. Mais la question, techniquement, en tant qu'avocat, je me la posais moi-même. Voilà. Quand j'ai vu dans la presse qu'elle se posait, je me l'étais déjà posée. Eh bien, justement, on reviendra en quoi sur le procès, mais aussi cette question, j'ai une question à poser. Eh bien, on fait la pause, puisque c'est l'heure, voilà. Et on revient juste après. Vous restez connectés sur meta.tv. À tout de suite.